Bonjour à tous et bienvenue sur France 2 sur les chemins de la foi. Sagesse bouddhiste reçoit ce matin Philippe Coupet afin d'évoquer tout particulièrement l'œuvre créée par le poète et moine Zen Daishi, œuvre rassemblée, traduite et commentée par maître Taizen Deshimaru. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin pour la deuxième émission de Sagesse bouddhiste que nous consacrons à Maître Daishi. Ce moine de la tradition zen du XIVe siècle est considéré avec Maître Dogen et Maître Kezan comme l'un des plus importants poètes japonais. Il a laissé 232 poèmes préservés jusqu'à aujourd'hui grâce à Maître Taizen Deshimaru qui les a traduits et commentés en détail. Nous avons pu voir la semaine dernière son parcours et sa vie. Je vous propose de nous pencher aujourd'hui sur l'œuvre qu'il nous a laissée. Quelle est donc plus précisément la construction de ses poèmes? Quelle thématique aborde-t-il? Qui sont ses disciples? Je vous propose de retrouver, pour en parler, notre invité Philippe Coupet. Philippe Coupet, bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes arrivé en France des États-Unis en 1968. Vous avez pratiqué Zazen au dojo de Paris avec Maître Taizen Deshimaru à partir de 1972. Vous avez d'ailleurs régulièrement pris en note ses enseignements dans le dojo. Depuis 1980, vous dirigez des séchines en Europe et à partir de 1982, vous êtes devenu l'un des enseignants du dojo de Paris. Je précise que vous dirigez par ailleurs et chaque année depuis 1994 une des sessions d'été au temple de la Gendronnière. Merci d'être avec nous, Philippe Coupet. Merci de m'avoir invité. Alors, nous avons vu effectivement la semaine dernière la vie très rocambolesque et riche de Maître Daishi. J'aimerais que l'on revienne aujourd'hui plus précisément sur son œuvre et sur les poèmes qu'il nous a laissés. Est-ce que l'on pourrait commencer par essayer de définir des thématiques qui lui tenaient particulièrement à cœur? De quoi nous parle-t-il dans ses poèmes? Il parle de Zazen, la pratique, vraiment, c'est ça sa vie, c'était cette pratique, et à travers cette pratique, il y a tout. Tout. Il y a compassion, il y a amour, il y a tout. Et chacun de ses poèmes capture une facette de la pratique. Il écrit un poème qui s'est intitulé Mont Fuji. Mont Fuji, c'est montagne sacrée. C'est la posture de Zazen. Il parlait aussi de la vie du Bouddha, je crois. Il a parlé beaucoup au début, dans les deux. Il y a plus que 200 poèmes, 230, pas plus que 230 poèmes. Il débute en parlant de la naissance de Bouddha. La naissance de Bouddha, l'éveil de Bouddha, et puis il parle de tous les maîtres, les grands maîtres, Chan et Zen. Et puis il parle beaucoup, c'est-à-dire très émotionnellement, sur le Shobogenzo qui lui arrive. Le texte. Donc l'œuvre de Maître Dogen. Hein. Le Shobogenzo de Maître Dogen, qui est mort déjà il y a 40 ans, quand il reçoit le texte chez lui dans son ermitage à Kyushu, au sud du Japon. Alors, voilà pour les thématiques. Est-ce qu'on peut revenir sur la construction des poèmes? Comment est-ce qu'il est construit? Est-ce qu'on sait un petit peu... Les poèmes sont généralement, pas toujours, mais c'est 4 lignes. Et les 2 premières lignes est une explication. Ça présente une histoire, ça peut être une histoire ou autre chose. Et les 2 dernières lignes mettent en question ce qu'il dit. Et c'est avec humour, il y a beaucoup d'humour dans ces poèmes. Et je ne dirais pas cynicisme, mais aussi il casse, il est toujours en train de casser. Et là, il casse ce qu'il présente. Et à la fin, on peut conclure que la fin, c'est comme un koan. On ne peut pas vraiment l'expliquer. Alors, Philippe Coupet, je vous propose peut-être de prendre un exemple, avec le poème numéro 2. Après qu'il eut pratiqué pendant un long ko, il réalisa Oshin, nature absolue de l'esprit du Bouddha. Son corps est pur, sans aucune poussière, comme le miroir clair.
Le vieux moine utilise sa technique pour soigner les yeux malades. Je vous ferai voir l'étoile polaire tout en faisant face au sud. C'est très joli. Il va nous faire voir le pôle Nord en regardant au sud. C'est ça qui est important, c'est-à-dire au-delà des catégories, au-delà du sud, au-delà du nord. Est-ce que, à sa suite, des personnes ont repris justement sa tradition poétique? Il avait des disciples? Vous parlez d'héritage? Il avait des disciples, mais il était surtout maître zen. Et ce maître zen écrivait de la grande poésie. Mais ce qu'il a laissé, c'était son enseignement à travers les poèmes, c'est-à-dire vraiment du zen soto à la base. Que des autres l'ont imité son style, je ne crois pas. Son style est tellement, à lui, c'est tellement différent de tout autre style. Je ne crois pas, mais son enseignement, à travers ses poèmes, continue jusqu'à aujourd'hui. Il a écrit un poème qui est intitulé « À mes chers disciples ». Ce qui est quand même un thème fort, je vous le lis. Hein. Oui, oui. Ne restez pas au sommet de la montagne de la solitude, poussant l'eau boueuse près du vieil embarcadère, l'esprit de compassion le plus élevé pénètre les trois mondes. Vous devez être satisfait d'être des passeurs sur la mer des souffrances. Ouais. Il nous dit beaucoup de choses quand même là. Il y a beaucoup, il y a énormément. Notamment le thème de la solitude qui revient souvent. Le thème de la solitude revient souvent. Il faut faire très attention avec cette idée. On est seul, on est tous seuls. Mais dans notre enseignement, dans notre pratique, on est seul ensemble. On est ensemble, on est assis ensemble, on est seul. C'est pas aller se isoler dans la montagne. Il faut faire très attention avec ça. Et lui en parle, je crois, au début de ce poème. Ne pas vous isoler, c'est dangereux. Et ce n'est pas l'enseignement Mahayana. On ne s'isole pas. Et si on s'isole, on est plus en harmonie ni avec la vie autour de nous, ni avec les individus. Je connais certains moines qui sont allés en Suisse, ils sont dans la montagne en Suisse, ils se sont coupés de nous tous. Et c'est quoi ça? C'est la souffrance. Les personnes qui font ça, ils souffrent. Ils disent qu'ils ne souffrent pas, mais ils souffrent quand on est coupé de tout le monde. Et ce poème, ils disent qu'on devait être satisfait d'être des passeurs, mais quel merveilleux travail. Bien sûr, on est satisfait de pouvoir amener les personnes en souffrance, mais je parle les personnes profondes, parce qu'il faut savoir qu'est-ce que c'est la souffrance, et d'amener ces personnes au bon port. C'est un grand privilège. C'est pour ça qu'on dit que nous, le moine, il est le dernier à passer. Il est le dernier. Il ne faut pas prendre le moine comme grand, il faut le voir comme petit. Il est le dernier, mais très grand. Il amène tout le monde avant lui. C'est donc une leçon d'humilité qu'il nous donne. Hein. Bon, on ne peut pas dire que je suis humble, c'est pas très humble ça. Alors, c'est quand même un thème qui lui est cher. Il y a un autre poème que je vais vous dire, d'Ohan l'Ermitage. Ouais. Recouvrant le cosmos, sa construction est achevée. Ils vivent ici jusqu'à maintenant, mais ils ne connaissent pas même leur nom. Lui et moi ne pourrions être attrapés par autre chose. Quand le printemps vient, on peut voir l'herbe verte devant la terrasse. Oui, la première ligne, ça parle de le dojo. Le dojo couvre le ciel et la terre, partout. En deuxième ligne, vous pouvez me le répéter? Ils vivent ici jusqu'à maintenant, mais ils ne connaissent pas même leur nom. Oui, on entend toujours moi j'ai découvert ceci, moi je suis comme ceci, moi je me suis libéré. Mais c'est toujours moi. Qui est? C'est que moi. Moi, c'est quoi? C'est votre nom? Bien sûr que non. Ils connaissent même plus leur nom, c'est-à-dire qu'ils ont arrêté de parler de eux-mêmes. C'est moi qui ai éveillé, c'est moi qui ai compris. Mais c'est tout petit, c'est le petit moi. Et eux, ils ont oublié, comme Bodhidharma. Vous connaissez l'histoire. Bodhidharma est confronté avec l'empereur en Chine, et l'empereur est il dit, oulala, il est spécial celui-là. Mais qui êtes-vous?
moine qui est devant moi. Et Bodhidharma dit, je ne sais pas, sire. Et il n'était pas en train de jouer des jeux, hein. Il disait ça profondément. Et bien sûr, l'empereur s'est mis en colère, parce qu'il ne pouvait pas comprendre ça. Mais c'est profond, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est tellement plus profond de dire que je sais. Je sais quoi? Je ne sais rien. Et j'aime beaucoup ça parce que c'est lâcher prise de moi je suis ceci, moi je suis cela. Tout le temps. Mais il n'y a plus d'identification. Oui, oui, plus d'identification. Identification veut dire sujet-objet. Oh, il n'y a plus ça, non. C'est vraiment une liberté et sans être cynique du tout. Je ne sais pas. Je ne suis pas concentré dessus. Dogen dit, c'est très connu, Dogen dit qu'on se regarde, Zazen c'est se regarder, et à la fin on se voit, puis on s'oublie, et on devient un avec toute chose. Mais c'est ça, c'est s'oublier. On dit c'est pas nous, c'est les autres. Mon œil, c'est pas les autres. Si c'est les autres, c'est pour moi, c'est imposition, moi encore. C'est ni toi, ni les autres, ensemble. Avant de nous quitter, Philippe Coupet, oui. J'aimerais vous demander quel est le poème de Maître Daishi qui vous touche, vous, le plus? Ou une parole? J'ai bien aimé quand il dit 6 fois, dans un de ses poèmes, 6 fois 6 ne font pas 36. C'est un poème où il parle de sa nature profonde. La nature profonde, la nature de Bouddha. Et un des vers dit 6 fois 6 ne font pas 36. Bien sûr, sa nature profonde n'est pas une question on fait une multiplication et on a un résultat. Évidemment, ça veut dire que c'est pas relatif. Les choses ne sont pas relatives. C'est pas du tout 36. J'aimerais qu'on termine par un choix plus personnel, en fait, d'un poème de Maître Daishi que je trouve très beau, sans titre d'ailleurs, celui-ci. C'est le numéro 231. Dans le palais solitaire, 12 ans de maturation, tous les goûts sont servis dans un seul bol en bois, le bol des 8 illusions. Les fruits chauds dans le panier en osier, je vais dans la vieille montagne, délaissant chemin tortueux et rivière sinueuse, sur les 2 versants, je marche sans demander pourquoi. Alors, je marche sans demander pourquoi, est-ce que finalement, c'est pas le résumé, l'essence de l'enseignement de Maître Daishi? Oui, vous l'avez bien dit. Ce poème, je viens de le commenter, je viens de faire un séchine, c'est le dernier poème de Daishi. J'ai passé 15 ans à le commenter et je termine avec cette phrase. Je marche sans demander pourquoi. Et je termine le livre que je vais faire là-dessus. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, la même chose que je viens de dire, il n'y a pas de deux, il n'y a pas de sujet-objet, c'est fourni, c'est sans deux, c'est sans dualité. Et je ne me demande même pas pourquoi. Merci Philippe Coupet. Je vous en prie. Et si vous souhaitez approfondir cette émission, voici quelques livres que nous vous conseillons. Tout d'abord, le tome 2 des grands classiques zen, poèmes de Daishi, traduit et commenté par Maître Tezen Deshimaru. Vous y retrouverez la traduction et les commentaires de 118 poèmes de Maître Daishi, des poèmes qui retracent l'histoire du zen à travers les koans et les enseignements des grands patriarches. Zen, simple assise de notre invité Philippe Coupet, aux éditions des Iris. Il nous offre ici l'un des commentaires les plus précis jamais faits du Fukan Zazenji, guide universel sur la voie juste de Zazen. Toujours de notre invité Zen d'aujourd'hui, aux éditions Le Relier, Philippe Coupet s'attaque dans ce livre vif et décapant aux sujets les plus divers vécus dans notre quotidien. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur France TV, le service vidéo de France Télévisions. Nous vous souhaitons un très, très beau dimanche.